Euh, euh, pardon. Donc ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez partager avec les jeunes sémiotiens, surtout les Brésiliens, du double point de vue du développement théorique et des domaines d'application de la sémiotique? Oui, cette question rejoint la précédente. Donc ce que je voudrais partager concrètement avec les jeunes sémioticiens, c'est la nécessité que je constate d'établir des passerelles à plusieurs niveaux, donc entre les théories, entre les différentes théories développées actuellement en sémiotique, entre les langues, donc notamment par exemple avec la Fédération romane de sémiotique qui vient d'être créée. Je pense que c'est aussi aux jeunes d'impulser et de contribuer au développement d'une sémiotique globale, d'une sémiotique plurilingue. Je pense aussi que c'est important, ce dont je parlais tout à l'heure, de maintenir le dialogue avec les autres disciplines, donc prendre au sérieux cette contrainte d'un double objet lorsqu'on s'investit en sémiotique. Et en tant que jeune sémioticienne, j'assiste à des cours qui n'ont rien à voir avec la sémiotique, mais qui portent sur les objets que je veux étudier sémiotiquement. Et je pense que c'est intéressant pour les jeunes sémioticiens et pour les moins jeunes, mais je veux dire assister au cours et entrer en dialogue concret, véritable avec les autres disciplines. Donc par exemple, récemment, je me suis intéressée au sujet de la post-mémoire, c'est-à-dire la transmission d'une génération à une autre de traumatisme collectif. Et puisque je voulais travailler sémiotiquement sur cet objet, j'ai assisté pendant un an à un cours à l'EHESS développé par Sokofai, une spécialiste des trauma studies. Et donc je pense que c'est dans ce cadre aussi qu'on peut promouvoir la sémiotique face aux autres disciplines. Et aussi qu'on peut aborder sérieusement des objets comme celui-là d'un point de vue sémiotique, mais sans rater l'essentiel de l'objet qui a été quand même déjà abordé par les autres disciplines. Donc ce sont ces aspects-là que je tiendrai à partager avec les gens de ma génération et des générations qui viennent, de la génération à venir. Deux questions pour vous. La première, comment vous avez la contribution de la sémiotique de votre nouveau moment. Par exemple, dans la mesure de mise en place de cette notion pour apporter une nouvelle question transversale aux différents langages esthétiques que vous proposez dans votre travail ici dans Nouvelle. Oui, là c'est, je pense, une deuxième éventuelle contribution de mon travail sur la musicalité à la sémiotique. C'est non seulement sur le plan général d'un parcours génératif du plan de l'expression, mais aussi du point de vue de la transversalité artistique. Donc je pense qu'en envisageant les choses du point de vue de la musicalité, il est possible d'étudier les rapports formels entre les arts, et non seulement les rapports thématiques qui sont les plus étudiés, mais aussi voir concrètement, par exemple, comment dans une œuvre syncrétique, disons entre danse et musique, comment les deux arts entrent en dialogue à partir de la coïncidence ou non-coïncidence de leurs parcours aspectuels respectifs, à partir de l'étude de leur mode d'intensification de rythme qu'ils mettent en œuvre séparément ou de manière conjointe. Donc pouvoir analyser vraiment le plan de l'expression comme un langage à part entière et dans l'interaction entre les différents langages. Aussi, je pense qu'on peut envisager d'analyser le rapport entre les arts in absentia. Par exemple, avec Denis Bertrand, nous avons écrit un article sur la philharmonie de Christian de Portzamparc, en montrant comment ce bâtiment convoque la musique par l'établissement de ce que nous avons appelé des formants bivalents, c'est-à-dire des formants qui peuvent être investis avec des moyens proprement musicaux, donc tension, détente de la musique, et des moyens architecturaux. Donc dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'une œuvre syncrétique puisque la musique n'est pas présente au moment où on perçoit le bâtiment de l'extérieur, mais il convoque par sa configuration même la musique.
Et je pense que le concept de musicalité peut aider à comprendre ces formes de dialogue, que ce soit in presentia ou in absentia. Je pense aussi que, très concrètement, par exemple, l'idée d'un rapport entre différentes strates qui structurent le plan de l'expression dans le langage donné peut contribuer à l'étude de deux langages différents en analysant des mécanismes internes de fonctionnement qui seraient homologables. Par exemple, dans le cas pour donner un exemple, mais l'après-midi d'un faune de Mallarmé, qui a été mis en musique par Debussy, dans le prélude à l'après-midi d'un faune. Donc le poème opère une sorte de désiconisation, donc dénégation constante de l'univers figuratif par des moyens divers, par des moyens syntaxiques, par des moyens métriques, une suspension des référents, et même aussi par les moyens modaux, c'est-à-dire il y a une négation constante de l'univers énoncé. Et ce rapport conflictuel entre deux strates structurant le langage verbal est reproduit en musique par des moyens strictement musicaux. Par exemple, Debussy efface les configurations qu'on peut considérer comme les plus iconisantes de la musique. Donc il efface le parcours de la ligne mélodique en produisant un effet d'irréalité semblable à celui que produit Mallarmé dans le poème sur l'après-midi d'un faune. Et ce sont des moyens formels. Et même si dans le poème de Mallarmé, il y a aussi le plan du contenu qui intervient, puisque c'est l'iconicité connue. Mais ce type de rapport, je pense qu'il n'a pas été encore assez étudié par une sorte de manque de paramètres communs aux différents langages. Donc de ce point de vue-là, la musicalité pourrait contribuer à l'étude des interactions entre les arts, que ce soit par interprétation, par transposition ou par syncrétisme. Oui. Finalement, il y a quelque chose que vous voudrez ajouter, que vous voudrez dire et qui n'a pas été évoqué dans cette interview? Oui, peut-être pour la jeune génération des sémioticiens, mais aussi pour les sémioticiens qui nous précèdent, juste rappeler que, du moins c'est comme ça que je l'ai appris et que je l'ai compris, que la sémiotique est avant tout, avant d'être une discipline même, est un point de vue sur le monde. Et je pense qu'il est important de se rappeler de ça, en amont du métalangage, en amont des outils proprement théoriques qu'on se donne. Je pense que cette manière de regarder, cette manière de lire, cette manière d'entendre, qui est une manière sémiotique, c'est ça qu'il faut maintenir comme vif dans le souvenir pour garder cette sorte de fraîcheur dont la sémiotique a toujours besoin. Je crois qu'il faut garder cette fraîcheur, une sorte de suspension phénoménologique que la sémiotique accomplit par nature. Et donc c'est cette source-là sur laquelle je voudrais insister, parce que je crois que c'est très important aussi bien dans l'enseignement de la sémiotique que dans la pratique de la sémiotique, de revenir constamment sur ce regard étonné sur les choses. Et voilà, savoir qu'après les outils théoriques, les développements, le métalangage, etc., sont là pour nommer cette expérience première du sens. Et donc c'est cette expérience première-là qui m'intéresse de retenir. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre présence au Brésil et votre recherche est très brillant et c'est une inspiration pour la nouvelle recherche en sémiotique. Merci beaucoup.